le face-à-face avec les Russes. Vous êtes un témoin intéressant parce que non seulement alors vous êtes le meilleur spécialiste des drones, je pense qu'il y en a peu dans le monde, et je n'exagère pas en disant ça, mais aussi vous allez beaucoup sur le terrain, vous rencontrez, vous travaillez avec les Ukrainiens et avec les volontaires français à leur côté, qui sont face aux Russes, qui parfois sont à portée de se parler et de s'insulter souvent. C'est tous les bip-bip qu'on entend dans les vidéos. Voilà. On a toute la variété, la palette des insultes en ukrainien et en russe. Là, je crois que c'est les premiers mots que j'ai appris en ukrainien, c'est des insultes et des gros mots de toute façon. Écoutez ce que révèle, c'est une enquête de Die Zeit qui est reproduite par Communauté internationale sur la méthode tous azimuts des Russes, y compris en matière de sabotage dans la société européenne. Auparavant, dit cette enquête, les services de sécurité russes on connaissait les diplomates russes qui étaient attachés culturels ou collaboratrices d'ambassade. On est passé à un autre stade de recrutement, dit Zeit, avec, il y a eu beaucoup d'expulsions, donc la Russie va chercher beaucoup de saboteurs sur Telegram, sur Instagram, sur TikTok. Il y a toutes sortes de profils qui sont décrits par Zeit. Ce sont simplement des jeunes gens anti-système en gros, pas encore très déterminés, utilisateurs des réseaux sociaux, par exemple ce Colombien de 26 ans qu'on a payé 1110 € pour photographier une usine en Pologne, d'autres pour incendier des bus à Prague. Que vous disent vos interlocuteurs ukrainiens sur les Russes? Alors ça c'est vraiment un cas à part, mais finalement c'est les méthodes de l'État islamique qui ont été utilisées maintenant par la Russie pour organiser le bazar sur les arrières de l'Europe. Et là on vise pas spécifiquement l'Ukraine. En Ukraine il y a quand même très très peu ce genre d'événements. Sur les arrières, des choses qui brûlent spontanément, c'est réellement des infiltrés russes. La population elle est tellement bloc, vent debout, ils n'ont pas une opposition interne avec des pro-russes qui vont vouloir détruire leur propre pays aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc c'est chez nous, dans nos démocraties, dans nos pays dans lesquels on a une cohésion sociale qui est en train de s'effondrer, donc ils trouveront des opposants qui veulent participer à l'effondrement et qui nous détestent et qui habitent parmi nous, qui sont avec nous et qui voudraient que ce pays s'effondre. Et donc ils vont être capables de les recruter de manière relativement efficace. Nicolas Canel, qui est un journaliste, avait réussi à se faire recruter lui-même par une équipe, dans un groupe de désinformation pro-russe. Et il savait tout à fait, tous ces gens qui étaient là-dedans, qu'ils participaient à la désinformation. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Les Chinois, les Russes sont devenus maîtres dans ce domaine-là. Nous, on se contente de les dénoncer et de les regarder faire. Peut-être qu'il faudrait aussi un petit peu monter d'un cran. Vous observez dans ce pays-là l'importance de la police politique, de la police secrète. D'ailleurs, le SBU joue un rôle très important en Ukraine aussi. Ceux qui ont plus de 50 ans ont travaillé ensemble. Ils étaient au KGB ensemble. C'est des gens qui... Comment ça apparaît? C'est comme ça qu'ils connaissent aussi leur méthode et c'est pour ça aussi qu'ils sont efficaces. Les uns sur les autres. Bien sûr. Alors, dans les deux sens, mais les Ukrainiens ont quand même profité depuis plus d'une dizaine d'années d'un savoir-faire qui leur a été apporté par leur partenariat avec l'OTAN. On sait très bien que depuis les années 90, il y a des officiers ukrainiens qui viennent faire l'école de guerre à Paris pour apprendre aussi nos méthodes, pour être interopérables, pour avoir des équipements de meilleure qualité, pour pouvoir accéder à du matériel aux standards OTAN. Et quand l'Ukraine, vous vous souvenez, dans les années 2010, l'Ukraine vendait énormément de matériel. Ils ont vendu des chars, même à des pays comme le Pakistan, etc. Ils gagnaient des contrats à l'export, même pour la défense aérienne pour la Turquie. Donc, ils ont du matériel qui est au niveau de l'OTAN pour eux-mêmes. Que vous disent-ils de Trump? On va recevoir dans quelques instants Gérard Haro, et on entend bien les Ukrainiens qui parfois, les pauvres, c'est un peu de la méthode Coué, disent quand même Trump peut-être ça pourrait être bien, et on a l'impression qu'ils n'y croient pas beaucoup eux-mêmes, parce qu'évidemment Trump a donné depuis longtemps des signaux très négatifs à l'égard de l'Ukraine. Eux ils disent que c'est qui tout double, et moi quand j'y étais justement en octobre, ils disaient mais de toute façon Trump il a gagné. Donc eux dans leur tête c'est bon, c'était Trump, ils avaient vraiment une vision comme quoi il était en avance, il allait gagner sur les internet, donc il allait gagner dans la vraie vie, alors que nous on regardait plutôt les sondages. Il y a des paradoxes, on a eu sur ce plateau des Ukrainiens qui sont personnellement très à droite, qui au fond se sont assez proches de Trump, mais qui, pour la guerre, auraient préféré que ce soit Harris. Alors, en tout cas, en Ukraine, ils disent, avec Harris, si on est mangé avec la même sauce que Biden, c'est-à-dire qu'on continue à nous donner pas assez de matériel, ni pour tenir, ni pour gagner, donc on va continuer à souffrir pendant très longtemps, sans réellement d'objectif final. Avec Trump, soit il nous abandonne demain, et c'est une catastrophe, et on n'en sait rien, mais c'est pas réellement ce que Trump dit. Trump, il dit, je vais imposer un cessez-le-feu, et je vais quand même continuer à vous équiper pour que vous ayez une capacité de dissuasion, y compris une fois que j'aurai réussi à imposer la paix. Est-ce qu'il y a l'espoir qu'on entend ça, certains qui disent il reste 2 mois à Biden,
ils pourraient profiter de ces 2 mois pour ouvrir un peu les vannes. Mais déjà, réussir à finaliser l'utilisation des 80 milliards qu'ils ont votés, il dit qu'il y a un package de 6 milliards qui pourrait être encore décidé tout de suite, parce que oui, le matériel, les Américains, ils l'ont directement disponible. Ils n'ont pas besoin de se produire comme nous avec les obus ou le reste. Ils ont réellement des stocks qui sont pléthoriques. Avec des milliers de chars, par exemple. Ils ont 8 000 pourraient chars. donner demain matin s'ils le voulaient. Ils ont 8000 chars, dont 3000 en réserve, et ils en ont donné 31. Ouais. Et ils ont donné... Il y a énormément, des dizaines de milliers de blindés qui sont disponibles, des véhicules de transport, des pièces d'artillerie. Ils ont de tout dans tous les domaines.